bonjour, Juliette Mas du théâtre Paul-et-Loire de Choisy-Laurent. Nous, c'est un outil qu'on essaye d'utiliser de plus en plus souvent, la vidéo, effectivement, puisque sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une vidéo, il y a beaucoup plus, on atteint beaucoup plus de public. Et après, effectivement, en termes d'organisation et de temps, il faut déjà avoir le matériel, il faut avoir un bon matériel, ne serait-ce qu'un bon appareil photo qui fasse des bonnes vidéos. Après, le matériel pour le montage. Donc, ça représente quand même du temps et de l'organisation. Mais c'est un outil, effectivement, que nous, on essaye de développer de plus en plus. Alors, peut-être juste une réaction de ma part, est-ce que vous, c'est pas aussi en fait, est-ce que vous pêchez pas un peu par excès à vouloir faire trop bonne qualité? Enfin, c'est une question bête, hein, mais est-ce que, après tout, avec le smartphone, on peut peut-être faire une petite vidéo, on la poste, on la découpe Alors, peut-être là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est surtout des montages de promotion des spectacles, déjà. On a fait effectivement quelques petites captations d'événements qu'on avait au théâtre. Mais là, effectivement, c'est plus compliqué à gérer parce que, voilà. Et effectivement, peut-être voilà, de faire des choses peut-être un peu plus instantanées. Maintenant qu'il y a le direct, par exemple, sur Facebook ou ce genre de choses, pourquoi pas l'exploiter? C'est en cours, c'est en réflexion. Et autre question, quel service prend en charge la vidéo chez vous? La communication, les relations publiques? Et les RP, en fait, voilà, en fonction du temps disponible, c'est RP et communication. Oui, juste pour rebondir, Pauline David du Mouffetard, Théâtre des Arts de la Marionnette, pour rebondir en termes de temps, mais il y a aussi en termes de formation. L'année dernière, je me suis retrouvée avec un catalogue de formation extraordinaire et des crédits qui étaient accordés à la communication. Et dans ces crédits, la formation à la création, au montage vidéo et à la prise de vidéo n'était pas pris en compte. Donc voilà, ça par exemple dans tout ce qui est, bon, c'est plus l'AFDAS, mais enfin voilà. On rebondira sur la question formation aussi. Oui, on en reparlera tout à l'heure sur la formation, mais moi j'ai aussi observé des décalages aussi en termes de besoins de formation, c'est-à-dire que la formation aujourd'hui qu'on propose, par exemple sur du montage vidéo, hein, qui même une formation on va dire sur 3 jours par exemple, est peut-être trop importante pour le type de formation dont on aurait besoin uniquement pour faire du montage comme ça, de captation très, très courte. Il faudrait peut-être pas grand-chose comme type de formation, mais en même temps, ça décoincerait facilement les personnes en poste. Voilà. Il y a une adéquation à penser aussi entre les usages actuels qu'on peut faire sur ce type, avec ce type d'outils, où effectivement l'idée de la qualité n'est peut-être pas ce qu'on va viser tout de suite, hein, mais aussi l'efficacité plutôt en termes de messages, de communication, et les formations qui existent aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai aussi une question pour vous tous. Est-ce que, parce que vous parliez tout à l'heure du décloisonnement entre ce qui se passe au plateau et puis ce qui se passe dans l'organisation, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les artistes pour faire ces vidéos-là? Est-ce que c'est un souci? Comment ça se passe en général? Parce que je pense à des exemples. Alors, la statistique ne m'étonne pas, c'est-à-dire cette coupure ne m'étonne pas, mais en revanche, il y a des exemples très intéressants de travail en commun qui m'ont semblé très fructueux, par exemple à l'opéra, etc. Vous parlez en fait en termes de captation, vous voulez dire de captation de spectacle ou de... Oui, de tout, c'est-à-dire et même plus peut-être d'invention de format original qu'on fait avec les artistes pendant la répétition. Nous, ce qu'on a mis on a mis en place, comme on a été conventionné récemment, on a mis en place avec les compagnies qu'on a reçues en coproduction des interviews. On a monté des petites interviews avec les metteurs en scène, les metteuses en scène. Pour nous parler un petit peu de la convention et de la coproduction qu'on avait avec eux. Après, en ce qui concerne les artistes, pour avoir des vidéos exploitables, pour pouvoir, parce que le public est quand même assez friand de voir quelques extraits de ce qu'ils vont venir voir, hein, quand même en termes pour vendre le spectacle, hein, concrètement. Il y a des compagnies qui sont très à la pointe, hein, donc ils vont nous fournir des vidéos de bonne qualité, même des captations entières des fois où on va pouvoir faire notre propre montage, et d'autres où on sent vraiment qu'ils sont réfractaires à ça, même en termes de visuel, ne serait-ce que de visuel. Des fois, c'est compliqué, quoi. Bon, après, il y a effectivement, quand il s'agit de création, bon là c'est beaucoup plus compliqué.
Mais même, là on va avoir une création, il y a quand même Laurence Cordier, une metteur en scène, qui nous a fait une petite vidéo de présentation de son spectacle. Ne serait-ce que pour le public, voilà, c'est bien, quoi. Même s'il n'y a pas d'image du spectacle. Voilà. Après, on a un souci souvent dans nos théâtres. Donc, je travaille au théâtre de Villejuif. Et nous, on est à la fois salle de diffusion. Donc, on va accueillir des spectacles qui jouent qu'une fois. Ça arrive le vendredi à 14h, ils jouent le soir. Donc, concevoir un petit projet vidéo avec les équipes, avec ce temps de travail réduit, c'est impossible. Et après, quand on accueille des équipes en création, la réalité du théâtre aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir 3 semaines au plateau pour sortir un spectacle. Un spectacle, les équipes, elles ont besoin de le faire vivre pendant plusieurs saisons. Et que donc... sortir de ils ont déjà très peu de temps, donc inventer des projets à ce moment-là du travail, c'est très difficile pour les équipes. Donc on est toujours dans cette contrainte-là qu'il y aurait des choses merveilleuses à faire ensemble, mais quand? Il y a une question là-haut. Sur les atouts de l'artisanat, justement. Donc nous, on a adopté l'effet inverse à Noisy-le-Grand, donc en Seine-Saint-Denis, à l'espace Michel Simon. Et on fait tout maison. Et on demande aux artistes juste de parler en fait aux spectateurs, par exemple en cas de création. C'est juste l'artiste qui s'adresse directement au spectateur. Pourquoi? Pour 30 secondes, mais ça donne quand même une petite idée et ça donne quelque chose de très dynamique pour le public. Ça peut être aussi très bien, au lieu de faire quelque chose de très chiadé qu'on pourrait obtenir avec des grosses productions, par exemple. Moi, je voulais juste aussi ajouter par rapport à ça l'importance de plus en plus aujourd'hui avec le type de public et le public connecté que nous sommes, sur l'importance finalement de sécuriser aussi la sortie et l'importance effectivement pour le public de pouvoir finalement voir un petit peu ou avoir une idée de ce qu'il va voir avec des extraits de spectacles ou comme vous dites une interview de l'artiste, etc. C'est-à-dire que là on voit des corrélations entre aussi ce qu'on peut observer nous avec l'étude, et je cite là l'étude Artichoc sur les publics connectés qui parle bien de l'importance pour les publics de sécuriser aujourd'hui les sorties. Et avoir le maximum de choses, c'est aussi une forme de sécurisation. Voilà. Alors, nous, on a une toute autre expérience. Je travaille au TAP, à la Scène nationale de Poitiers. On a inauguré un bâtiment en 2008 qui... une partie du bâtiment extérieur disposait d'une façade numérique, c'est-à-dire on pouvait diffuser de la vidéo. Donc on a développé un service vidéo, bien entendu, donc on a quelqu'un dédié à la vidéo dans notre théâtre. Donc ça a fonctionné pendant 4-5 ans. Depuis quelques années, le mur vidéo ne fonctionne plus pour des raisons techniques, parce que la technologie a été très vite obsolète. C'est le problème de ces bâtiments qui mettent beaucoup de temps à être créés. Donc, c'est-à-dire que, tout ça pour dire que nous, on a une vraie réflexion sur la vidéo depuis longtemps, puisqu'on avait un service vidéo. Donc, il a fallu en plus rebondir une fois que le mur vidéo n'existait plus. Donc, forcément, la diffusion se faisait après sur Internet. Donc, il fallait repenser les objets. Et je rebondis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on a une vraie difficulté par rapport à la qualité de ce qu'on peut diffuser. Comme on a ce service, on a eu l'habitude de faire des choses plutôt pensées, en plus on a un vidéaste dans l'équipe, donc c'est difficile pour nous de sortir des petites vidéos maison. Et c'est vrai que c'est pour moi une vraie question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se permettre, en plus travaillant dans la création, on a toujours du mal à sortir des outils, des supports un peu maison, de mauvaise qualité ou... en tout cas, voilà, il y a une vraie réflexion, je pense, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce qu'il faut Et puis parce que ça pose une vraie question de temps. La vidéo, c'est énormément de temps. Quand on veut faire un objet vidéo, c'est très long. Donc nous, on a plusieurs supports, on travaille sur plusieurs supports. Quand on a des créations, on essaye de faire des choses avec les artistes, mais pas forcément sur la création elle-même. On essaye de proposer des objets un peu décalés sur la création. On travaille forcément depuis très longtemps sur les interviews. Dès qu'un artiste passe par chez nous, si on a la chance de l'avoir un peu avant, on fait des interviews d'artistes sur la création. C'est vrai que la vidéo fonctionne bien. Après, comment on s'en empare un peu plus quotidiennement, c'est une vraie question. Voilà. Parce que justement, dans cette idée-là, est-ce qu'il y a une frilosité par rapport à
à l'image de l'établissement, c'est avoir peur oui, je pense que de c'est diffuser, complètement lié à ça, c'est l'image de l'établissement. craindre de diffuser du visuel ou quelque chose qui te laissera trace et qui n'est pas bon qui n'est pas valorisant pour l'établissement. Et l'autre question, c'est est-ce que ça vient du côté des artistes parfois qui veulent cadrer la communication qui est faite sur eux en fait? Je vois beaucoup de têtes qui disent oui. Donc c'est le rapport au temps, je trouve, qui est difficile à gérer. Je voulais mettre en place là, un dispositif type carnet, coulisses de création. Je travaille à Reims, au CDN de Reims. On a beaucoup de créations par saison et c'est le rapport au temps qui est difficile entre voilà, le temps précieux que prennent les artistes pour créer et nous le fait de diffuser comme ça de l'information pendant un processus d'élaboration de spectacle, voilà, avec une information qui peut être obsolète le lendemain. J'en suis là de Masséno, dévoiler un peu des choses, ça c'est compliqué, il y a de la résistance. Oui, puis, que je comprends bien. Ouais. Après, je pense qu'elle est tout à fait entendable. L'idée de départ, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement si ça fait un vrai retour en termes de... Effectivement, on sait que le public aime bien, mais est-ce que c'est nécessaire est-ce que ça fait qu'il a plus envie de venir le soir ou qu'il se décide finalement à venir pour voir le spectacle? C'est là la question de fond. Si on avait la preuve ou un élément, un indice qui nous dise vraiment... si on met 3 vidéos par jour, on aura 10% de taux d'occupation, de personnes qui viennent dans la salle le soir en plus. Forcément, ça changerait les choses. Mais on ne les a pas, ces éléments-là, aujourd'hui. Mais au-delà de ces éléments, ça raconte une histoire. Ça raconte l'histoire d'un lieu, ça raconte l'histoire d'une équipe et d'une équipe artistique. Et il y a des exemples, y compris dans des établissements qui sont très soucieux de leur image, comme l'Opéra de Paris. Mais par exemple, Benjamin Millepied mettait des vidéos sur Periscope, des répétitions. Et c'est quelque chose qui marchait très fort. Voilà. Après, il s'est passé d'autres choses, mais en tout cas, ça racontait une histoire. Je reviens du coup à cette question de la formation. Tu es en train de dire qu'il s'est fait virer? Il ne s'est pas fait virer pour ça. Il s'est fait virer à cause de Periscope. En tout cas, ça pose la question au niveau de la formation, parce que c'est vrai que si on part faire des formations vidéo pour apprendre à avoir une caméra, faire un montage avec un logiciel de montage sur ordinateur, aujourd'hui, là par exemple, on est en train d'expérimenter avec une tablette de faire une régie en direct. On a 2 smartphones qui filment, plus la tablette qui filme. Il appuie sur les images qui l'intéressent, il a placé ses téléphones et à la fin, on aura un film de la rencontre. Donc on peut faire ce genre de choses avec une tablette et 2 téléphones. Par contre, on ne sait pas toujours qu'on peut le faire avec ça. Et ça, en termes d'investissement, c'est pas forcément très lourd. De même, l'utilisation de Periscope ou de Facebook Live, on la maîtrise pas toujours. Et c'est vrai que les formations vidéo sont pas forcément des formations vidéo numériques aujourd'hui. Comment on peut faire, c'est-à-dire et les outils et comment on raconte une histoire avec de la vidéo, avec ces outils-là. Parce qu'en effet, on va pas la raconter de la même manière, l'histoire, si on filme avec un smartphone ou si on filme avec une caméra HD. En tout cas, je voulais dire sur l'impact des vidéos sur la promotion des spectacles. Nous, à Strasbourg, donc au Maillon, c'est très net. C'est-à-dire que les spectacles qui ne bénéficient pas d'un teaser, on le voit parce que lors des présentations de saison, ça décolle plus doucement en termes de remplissage. Donc, nous, le parti pris qu'on a depuis, je dirais, une 12aine d'années, on confie les petits films, les petits teasers à une réalisatrice. Donc c'est parce que c'est pas seulement une technicité, c'est un regard aussi. Ceci dit, j'ai constaté les dernières années, encore plus fortement cette année, que de plus en plus de compagnies arrivent avec déjà prédéfinis, en tout cas dans notre programmation, où ils nous fournissent même aujourd'hui des teasers formatés de 1 minute, 1 minute 30. Et puis il y a des artistes qui ne veulent pas du tout qu'il y ait de traces vidéo de leur travail nulle part. Par ailleurs, en revanche, tout ce qui est... donc nous, on le décline aussi dans le bar, dans notre théâtre. On a un grand bar comme ça et ça tourne en boucle et les gens sont captés par ce qui se passe et on voit qu'ils vont prendre des billets derrière, en fait. Donc, il y a un vrai impact. En revanche, sur tout ce qui est la marche de la maison, peut-être là, on pourrait effectivement... Nous aussi, on a une volonté d'avoir une image parfaite, peut-être qu'on pourrait s'en affranchir, partir sur des choses un peu plus spontanées et maison, que je pense que l'utilisation aujourd'hui des smartphones nous permet d'être plus léger et moins exigeant, non pas en termes de qualité, mais
peut-être autre chose peut passer à travers ça. Ouais, c'est ce qu'on est en train de se dire en interne, notamment pour tout ce qui est action culturelle, marche de la maison, etc. Mais je suis assez d'accord avec ça. Il me semble que ça peut être très complémentaire. D'un côté, travailler la vidéo de façon assez chiadée, formelle, structurée, etc. Et puis d'un autre côté, d'avoir plus peut-être des petits instantanés, des petits moments où effectivement la qualité n'a rien à voir, mais ça peut tout à fait trouver son charme et avoir sa place sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, deux choses très complémentaires. Oui. Effectivement, avec l'éternel problème du temps, la gestion du temps. Je crois que c'est vraiment un souci, ça, par exemple. Moi, je vais prendre un exemple un peu particulier. Du coup, je n'ai pas exactement le même profil que vous. Je travaille au sein d'une agence de communication culturelle et donc nous travaillons pour des spectacles et toutes sortes d'objets culturels. Et nous travaillons notamment pour une comédie musicale où du coup l'exploitation est longue. Et on a été amené à faire beaucoup de vidéos, notamment, donc là pour le coup on avait le temps, donc on a pu faire sur beaucoup de corps de métier qui étaient justement pas forcément valorisés habituellement, donc les costumiers, la scénographe, etc. Et du coup on a essayé justement de trouver un équilibre entre des vidéos justement qu'on allait produire qui coûteraient justement un certain prix, mais qui seraient très chiadés, et justement donc les garder pour l'équipe artistique, vraiment des belles vidéos. Et à côté de ça aussi faire des vidéos très spontanées sur les répétitions, sur tout ce qu'on pouvait faire avec les artistes quand ils sont en promo, quand ils sont... En fait, là, c'est un peu particulier parce que du coup, c'est une troupe qu'on suit pendant une longue durée. Donc là, à ce moment-là, oui, on a le temps de faire beaucoup de choses. Mais on a quand même cette problématique du... On a beaucoup de temps, mais du coup, il faut faire beaucoup de choses. Donc c'est une autre problématique. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est important de savoir faire, donc oui, des vidéos très chiadées, mais aussi savoir faire des choses spontanées qui souvent, au final, fonctionnent aussi bien sur les réseaux. Les gens ont peut-être autant envie de voir des moments capturés comme ça instantanément que des moments où ça va être des interviews très posées, où on va parler justement du spectacle, etc. Voilà. Je voulais aussi poser la question, en fait, en termes de culture du web, de la question de la production et de la question de la curation. Le terme curation, en fait, c'est un terme qu'on a introduit dans la question du web depuis 4-5 ans. C'est la question d'organiser l'information existante. C'est ce que fait un commissaire d'exposition dans une expo. Et c'est vrai qu'en tant que structure théâtre, on n'a pas toujours le temps de produire, on n'a pas toujours les moyens. Là, je me positionne aussi en professionnel. Moi, je suis directrice du développement de l'Avant-Scène, théâtre de Colombes, donc un théâtre de ville, donc lieu principalement de diffusion. En effet, je n'ai pas les artistes sous la main pour créer des contenus forcément avec eux. Et donc, au sein de l'équipe, on travaille beaucoup sur cette question de curation et ça marche sur la vidéo aussi. Et comment, en tant que théâtre, de toute façon, on est un lieu média parce qu'on est un lieu, d'une certaine manière, producteur de contenu. Et on peut répéter une information même si on l'a trouvée ailleurs, mais on peut l'agencer en fonction de ce qu'on connaît de notre public et la manière dont il va utiliser en fait ce qu'on lui propose. Et donc je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions-là parce qu'on n'est pas forcément soumis à cette tyrannie de la production de nouveaux contenus et qu'aujourd'hui le web regorge de choses existantes sur tous les spectacles et qu'il faut qu'on apprenne nous à comment l'agencer et le mettre en valeur sur nos plateformes qui ne le permettent pas toujours. Donc après c'est une conception des sites internet pour mettre en valeur ce travail-là. Et je rebondis juste pour un petit lien avec un sujet sur lequel on parle depuis longtemps au sein du TMN Lab, c'est l'organisation des données culturelles existantes actuellement sur le web. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des informations sur le site internet, donc les vidéos, mais ou aussi autre chose, sur un spectacle, n'est pas toujours évident. Et partager ces informations entre lieux, mutualiser ces informations entre lieux, il n'y a pas toujours d'outils pour le faire. On va passer un coup de téléphone et on va récupérer des choses. Et les compagnies ne font pas non plus toujours le lien. Et donc, la question d'une plateforme publique, il y a plusieurs projets en cours qui travaillent sur ces questions-là pour partager ces données culturelles, serait intéressante pour faire gagner du temps aux équipes. Parce qu'en fait, on travaille très souvent sur les mêmes spectacles. Nous, on a besoin de rajouter la couche d'identité de notre lieu et de faire ce travail de curation pour choisir en fonction de nos publics ce qui va pouvoir fonctionner. Flora et 20 spectacles vivants en Bretagne. Moi, c'est pareil, je ne travaille pas dans un théâtre, mais on se pose beaucoup la question parce qu'on est en lien avec les équipes artistiques et la remarque que vous venez de faire est exactement dans le sens de l'intervention que je voulais faire, où c'est important justement de peut-être travailler aussi avec les équipes artistiques
qui sont éditrices de contenu. Et parce que quand on fait de la vidéo, il y a aussi la question du droit à l'image qui est importante. Et tout à l'heure, les personnes disaient que les équipes voulaient cadrer les choses qui sortaient. Donc voilà, la curation et d'avoir une vraie collaboration avec les chargés de diffusion ou chargés de production des équipes. Et il me semble aussi un point intéressant. Nous, on se pose vraiment la question de former les équipes artistiques à la communication numérique pour justement travailler avec les théâtres et avoir une réelle collaboration, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment de lien entre les services de communication des théâtres et les équipes qui sont en création ou en diffusion. Là, il y a toujours un lien, en fait. À partir du moment où on travaille sur une brochure de saison, il va y avoir un lien, mais c'est vrai que c'est un lien qui peut être ténu. En fait, ça va dépendre de la relation. Vous vouliez intervenir sur cette question ? Excusez-moi, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois que ça parlait... voilà, non, de la plateforme, effectivement, pour ressources, pour les... il y a déjà un site comme ça qui s'appelle Théâtre Contemporain, où on peut trouver... Et les archives du spectacle. Voilà, il y a deux grosses plateformes. Il y a un agenda aussi. Bon, il y a les web agendas aussi, bon, là, qui sont plus de la communication. Mais effectivement, sur Facebook, moi, ça m'arrive de partager un spectacle qu'on va recevoir plus tard dans l'année. J'ai vu que tel théâtre le passait. Bon, je vais partager l'info sur la page de notre théâtre, même s'il passe ailleurs. Bon, ben voilà, c'est quand même des artistes qu'on reçoit et qui ont besoin aussi d'une vitrine. Voilà quoi. Oui, bonjour. Jean-Philippe Mercier, Arsena. Justement, par rapport à la plateforme, comme beaucoup d'entre vous le savent, excusez-moi, le rhume, c'est Paris, l'air de Paris. Nous sommes en train de monter un système d'information, un portail qui va fédérer justement toutes les ressources, comme les archives du spectacle, comme les fonds CNT, les fonds hors les murs, etc., etc. Laissez-nous un petit peu de temps, mais on y travaille dard. Je sous-entendais le travail d'Arsena, d'ailleurs, dans mon intervention. Et je vous en remercie. Oui, nous sommes une dizaine de personnes en train de travailler là-dessus d'arrache-pied, et c'est notre objectif principal, puisque vraiment le souci de mettre à la disposition de la collectivité des lieux, des troupes, etc., des outils à partager. Voilà. C'est Marlène Daniel, Théâtre de Chaillot. C'est juste pour revenir brièvement et abonder dans le sens de ce qui a été dit. Et l'idéal auquel on travaille tous, je pense, donc c'est un peu de curation et c'est aussi compliqué parce que c'est partager les infos des compagnies qu'ils diffusent à la fois sur leur site et sur les réseaux sociaux. S'aider aussi de plateformes qui existent déjà. Nous, on a une programmation danse, donc ça peut être Numéridance. Et puis sur le spontané. Alors le spontané, idéalement couplé avec des reportages formatés, donc qui demandent un certain travail et une préparation, notamment quand ce sont des créations. Et le spontané se travaille. C'est tout sauf du spontané, en fait. Parce que ça demande une récurrence pour être repéré, et ça demande, quand on est en charge de la com et de la com vidéo, une veille importante pour trouver les moments qui doivent être spontanés. Donc c'est préparer et s'être aux aguets, et une collaboration avec les équipes artistiques et les équipes techniques. Donc il demande une coordination et du temps pour être là au bon moment, pour pouvoir être sur le plateau ou dans un couloir ou dans les coulisses, ne pas déranger, etc. Donc c'est un idéal, mais un idéal je qui pense demande qu'effectivement, là, du c'est temps. tout le défi au niveau organisationnel, c'est à la fois d'être, effectivement, comment s'organiser, travailler ensemble pour être là, enfin, entre guillemets, le théâtre est là pour capter l'information au bon moment, et après, effectivement, savoir quand la diffuser. On sait qu'il y a les lundis matins sont évités, enfin, qu'il y a des moments qui sont stratégiques, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de vacuité dans l'emploi du temps, dans l'activité
de ceux qui vont recevoir le poste, et que c'est ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer, parce que c'est là qu'il y a plus de chances pour qu'ils le regardent. Et effectivement, après, de travailler, de penser aussi sur quelle est la durée optimale, si on peut l'imaginer. En tout cas, ça dépend de l'objectif, certes, mais parfois, c'est pas plus que 30 secondes, c'est très bien, ça suffit largement, ça donne juste envie de, tiens, il se passe quelque chose, tiens, ils sont dans le théâtre en train de préparer la représentation qui aura lieu ce soir. C'est des choses toutes bêtes, mais là, ça joue beaucoup pour le spectateur qui se dit, ben oui, ils sont en train de préparer, quoi. Il y a aussi un petit côté excitation de savoir qu'il se passe des choses dont effectivement le rideau va se lever et tout ne va apparaître, mais on sait que ça bouillonne derrière. Et comme ça, disait important. Jean-Michel, ça montre que c'est vivant. Voilà, c'est l'idée, elle est vraiment là. Donc c'est effectivement de savoir, vous savez le faire, mais d'essayer peut-être d'apprendre à s'organiser un peu plus. Et effectivement, c'est le défi de la communication. C'est souvent, en tout cas, qu'on met en tout cas au service communication et RP, alors que finalement, ça devrait être approprié par l'ensemble des acteurs dans le théâtre en fonction de leur temps, en se faisant une petite vidéo. Mais il y a toute une sensibilisation, et effectivement, chacun a ses peu de temps pour chaque chose, quoi. On va essayer d'avancer du coup. Il est 11h15 et à midi environ, on partira sur la pause déjeuner. Voilà, pour les choses prosélytes. Du coup, on rebondit sur les logiciels de billetterie ? Oui. Ah, bien sûr. On va faire une dernière question. Bonjour Sylvie, je travaille au Festival d'Aix-en-Provence. Je voulais intervenir sur... alors on a beaucoup parlé de la production de la vidéo et on a un peu brièvement parlé de ce qui était de la mise en commun, justement, de tous ces supports. Alors au festival, on a, comme partout, énormément de photos, de vidéos, d'enregistrements audio sur toutes les productions, dont on se sert, nous, effectivement, pour communiquer sur les productions qui sont amenées à être produites au festival, et aussi celles qui vont ensuite tourner, notamment chez les coproducteurs. Et on a mis en place on est en train de mettre en place une médiathèque qui permettra de partager tous ces contenus, images, vidéos, audio, même peut-être à terme certains programmes, avec toutes les équipes. Et ça risque d'être un très fort gain de temps, je pense, pour nous à la communication. On n'aura plus à faire des sélections photos pour le mécénat, pour la prod, pour les coproducteurs, pour tel ou tel artiste qui veut mettre une photo sur son site internet. Voilà, et chacun, il y aura accès et pourra télécharger les photos en fonction d'un format. Alors après, pour les HD, c'est une autre question. Mais c'est le genre de choses qu'on est en train de mettre en place pour nous faire gagner un temps considérable, et aussi pour justement partager avec l'ensemble des équipes, de telle sorte qu'elles aussi, en fonction de leur public, que ce soit le mécénat ou les équipes de médiation avec les écoles ou les associations, puissent aller choisir les photos qui seront peut-être les plus pertinentes et les plus parlantes en fonction des publics. Voilà. Ou les vidéos même. Merci. Ça me fait rebondir à un truc qu'on n'aura pas le temps de montrer à la toute fin, que dans le questionnaire, ce qui est ressorti, c'est que dans les effets induits sur la structure en termes numériques, un des effets les plus importants, à 77%, c'est un effet sur les manières de travailler ensemble. Et du coup, ça, c'est un des projets qui l'illustre. Après, on n'aura sans doute pas le temps, donc je voulais juste vous orienter vers des points qui ont été, qui vont rebondir sur ce que vous vivez, à savoir qui s'occupe beaucoup de ces aspects du numérique, en tout cas, donc souvent le service communication et RP, les problèmes aussi de compétences en interne, de formation, c'est-à-dire donc avec la mise en évidence que... je ne sais pas, soit on en parle tout de suite, soit on dit juste qu'il faudra regarder en fonction du temps. Qu'est-ce que tu estimes le plus percutant ? En effet, la question de la formation, c'est un point essentiel qui a émergé de ce rapport, donc il faudra qu'on en parle. Est-ce qu'on aborde la question du logiciel de billetterie CRM pour passer ensuite à la question formation qui englobe l'ensemble assez rapidement. On a fait un point sur les logiciels de billetterie utilisés. Alors, on n'est pas à 100% des établissements qui utilisent un logiciel de billetterie. On est à 93%, qui est un taux important. C'est vrai que moi, j'étais assez naïvement, je pensais qu'on atteignait plutôt les 100%, donc on a encore un peu, il y a des structures qui n'en utilisent pas.
Donc vous pourrez regarder en détail les types de logiciels utilisés, mais surtout, on s'est posé la question de la manière dont les théâtres utilisaient ces logiciels, notamment est-ce qu'ils en avaient une utilisation vraiment uniquement pour la commercialisation simple, vente les soirs de spectacle, abonnement, etc. Est-ce qu'ils en avaient une utilisation plus poussée en termes de requêtes, requêtes relations publiques, requêtes pour sortir des statistiques pour les évaluations de fin d'année, enfin l'ensemble des choses. Donc là-dessus, tu as des choses à dire sur ce... Ce qui était assez... en fait, finalement, ce qui était intéressant, c'était de remarquer qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour qui, finalement, l'utilisation du logiciel de billetterie ne se fait pas de manière si quotidienne que ça. C'est de façon qui est assez récurrente. C'est plusieurs fois par mois et c'est quand même 28% qui n'utilisent que... Enfin, plusieurs fois par mois, donc c'est déjà beaucoup si on veut, mais finalement, c'est assez peu. C'est-à-dire qu'il y a une sous-utilisation, une mauvaise... Enfin, il y a vraiment des potentiels dans les outils, dans les logiciels. Bien sûr, tous n'ont pas les mêmes fonctionnalités, mais il y a quand même manière de mieux les exploiter. C'est ça l'idée. C'est qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. On peut parler de CRM, donc c'est Customer Relationship Management, mais on dit aussi GRC, donc gestion de la relation client, et on dit GRS, gestion de la relation spectateur. Ça fait un peu gymnastique, mais c'est pas grave. C'est aussi l'art de s'adapter au public, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un potentiel. Il y a en fait il y a une mine d'or d'informations. Alors, ça ne donnera pas les moyens de vraiment d'assurer que tel public, on va lui envoyer tel message et tout de suite il va venir. Bien sûr que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais quand même, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et d'exploiter ces données-là. Alors, toujours même principe, problème de temps. Peut-être problème d'expérience, de compétences par rapport à ça. Il y a vraiment des choses à exploiter qui sont intéressantes pour le théâtre. Oui. Alors, vous verrez un peu le type de requêtes qui sont faites. Et nous avons posé la question justement de cette question de la gestion de la relation spectateur en fait. Est-ce que les logiciels, en tout cas, permettaient de développer une gestion de la relation spectateur plus fine? Et que du coup, une des choses intéressantes en fait sur cette question, c'est que 41% ne savaient pas. Donc on ne sait pas s'ils sont équipés ou pas leur logiciel. Enfin après on peut recroiser, mais ça veut dire qu'en fait aussi, peut-être qu'ils ne savaient pas ce que voulait dire GRC ou CRM ou GRS, ou en tout cas ils ne savaient pas dans leur logiciel de billetterie si c'était possible. Et c'est aussi dans les témoignages quelque chose qui remonte qu'on ne sait pas toujours exploiter son logiciel de billetterie complètement, quand il permet d'un travail plus fin. Parce qu'aujourd'hui, les logiciels de billetterie ne le permettent pas tous. Mais du coup, ça a soulevé une vraie question. C'est 41% de réponse je ne sais pas. Après, on était donc à une belle erreur de place du pourcentage. Hein. Ce n'est pas 2,8, c'est 28%, parce que le pourcentage est au milieu. Mais donc, 28% déclarent avoir une possibilité de travailler comme ça plus finement avec leur logiciel de billetterie. 28% c'est non aussi. 3 se sont équipés en modules complémentaires, mais donc 41% n'en ont pas la moindre idée. Ça rebondit aussi sur le tableau précédent, où on voyait qu'en termes de rythme d'utilisation des requêtes, on va passer de jamais, donc on a quand même quasiment 6% de personnes qui ne font jamais de requêtes avec leur logiciel. 3%, une fois par an, on va dire qu'on est probablement dans des logiques de requêtes pour les évaluations annuelles, j'imagine, ou alors pour l'envoi de la saison, l'abonnement. Mais qu'en tout cas, on est quand même à une large majorité, 90% des lieux qui sont dans une démarche relativement régulière de requête, avec certainement des usages de plus en plus fins et de plus en plus professionnalisés, comme disait Christine, quand on voit que 31,5% le font de manière quasi quotidienne. Alors, ce que ça suggère aussi, c'est que d'un point de vue concret, avant même d'espérer des formations qui viennent des autorités de tutelle ou des choses comme ça, c'est aussi peut-être que la prochaine fois qu'il y a une négociation à faire avec le partenaire pour son logiciel, c'est de dire, mais attendez, qu'est-ce que vous nous proposez? Outre le logiciel, est-ce qu'il y a une demi-journée où quelqu'un vient nous expliquer comment on peut l'exploiter? C'est aussi penser ça, c'est-à-dire qu'on a des moments où on a un peu de poids, au moment où on paye, donc au moment où on achète du matériel ou du soft, et à ce moment-là, il faut peut-être négocier, dire aujourd'hui c'est vous ou un autre, parce que lui me propose une demi-journée en plus. Quoi. Se pose aussi la question du coup justement du poids qu'on peut avoir sur ces logiciels de billetterie en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en tant que client individuel d'un logiciel de billetterie, on a un poids quand même qui est relatif, même si on a un très bon service client qui va nous répondre et être à l'écoute. De là à faire évoluer son logiciel, ça peut être difficile. En revanche,
peut-être à travers le TMN Lab ou peut-être à travers d'autres associations en fait, de clients, il peut être intéressant d'engager un vrai dialogue avec les créateurs, développeurs de ces logiciels de billetterie qui aujourd'hui, pour la plupart, sont plutôt en phase déclinante en termes de développement parce qu'on est sur des logiciels qui ont été développés, qui ont peut-être 15, 20 ans, qui du coup, même s'ils évoluent, il y a un moment, ils arrivent à un stade, et ça c'est la question des logiciels en général, où on ne peut plus les faire évoluer parce qu'ils finissent par bugger. Donc ça, c'est un vrai sujet en fait, la question de la billetterie, qui sera certainement l'objet d'une rencontre. Et pourquoi pas, si des membres du TMN Lab en émettent l'idée et le souhaitent, pourquoi pas un travail de lobbying de théâtre voilà, auprès des développeurs. Et pour information, le ministère de la Culture a lancé une grande mission d'évaluation, d'inspection, de tour d'horizon de cette question de la billetterie sur toutes les institutions culturelles. Et je pense donc qu'effectivement, le moment va être relativement propice globalement pour avancer sur ce terrain-là. D'autant plus que, juste pour conclure sur ces problèmes des logiciels, c'est que ce qui est dramatique, c'est quand il y a un changement de logiciel, quand il y a un changement de version et qu'en fait on perd l'historique. Ça, c'est grave. Enfin, c'est vraiment... quand on est un établissement qui essaye d'avoir une relation de continuité, etc., d'un seul coup repartir à zéro, c'est grave, quoi. Alors, moi, je voudrais juste aussi compléter que cette question quand même de la billetterie, du logiciel de billetterie, aujourd'hui se pose peut-être un petit peu différemment quand on prend plus en compte la question de la donnée et plus que l'acte juste de vente d'un spectacle, enfin d'un billet, pardon. Donc la question serait peut-être plus de se reposer la question de quel type de données on souhaite développer au sein de la structure, avec quels usages partagés bien sûr, et finalement l'acte de vente n'est qu'un des éléments de la relation qu'on entretient avec le spectateur et avec l'acheteur. Voilà, donc toutes ces questions-là, il y a quand même, effectivement, je renvoie encore peut-être à cette étude qui est également en téléchargement d'ailleurs sur le site de TNM Lab, qui parle vraiment d'une nouvelle manière finalement de concevoir aussi la relation. Et là, de fait, ça oblige quand même à changer le paradigme quand même traditionnel des théâtres, dont l'essentiel en fait de l'investissement en données est sur le logiciel de billetterie, quoi. Et c'est vraiment ça, que le logiciel de billetterie reprenne cette place centrale au sein de l'institution, en fait, et qu'on parlait tout à l'heure de bases de données partagées à l'échelle d'une structure et d'outils de travail partagés à l'échelle d'une structure. Le logiciel de billetterie pourrait vraiment l'être s'il était pensé, en effet, plus seulement comme un outil de commercialisation, ce qui est plutôt, et les développeurs le disent, le développement historique de leur logiciel. Vous avez une intervention, oui ? Oui, bonjour, Fabienne Loire de l'Association des scènes nationales. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on se penche sur cette question de la billetterie au sein du réseau, et avec le ministère d'ailleurs, puisque l'idée était de voir comment on pourrait utiliser l'ensemble des billetteries du réseau des scènes nationales pour ressortir des statistiques importantes pour tout le monde. Alors on a fait d'abord un état des lieux. Il y a 3 logiciels de billetterie importants et principaux sur notre réseau. Ensuite, on les a rencontrés les uns derrière les autres. On s'aperçoit qu'en fait, c'est très compliqué quand même de pouvoir faire en sorte qu'un même réseau puisse utiliser le même logiciel de billetterie. Alors, on est actuellement quand même dans une idée de pouvoir mutualiser des moyens, pas seulement sur ce sujet-là d'ailleurs, et justement d'être éventuellement l'association, un levier pour pouvoir négocier des choses sur un ensemble de structures. Il faut quand même noter que de plus en plus fréquemment, les équipements tels le réseau des scènes nationales dépendent bien sûr d'une ville, mais aussi de plus en plus souvent d'une communauté de communes, voire d'une métropole, et certaines souhaitent que tous leurs équipements soient sur le même logiciel de billetterie, c'est-à-dire là mélanger celui du spectacle vivant avec les musées, avec les bibliothèques, enfin tout ce qu'on veut. Ça pose une difficulté justement après de mettre en place un réseau au niveau national, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais signifier pour l'instant. Juste vis-à-vis de la billetterie, est-ce que la question a été posée d'une billetterie en ligne? De combien de théâtres 77%, oui. Parce que
On a sorti le chiffre un peu plus loin et il sort aussi dans cette rubrique. Donc 93% des théâtres sont équipés d'un logiciel de billetterie et 77% des théâtres proposent la vente en ligne. Ce qu'on n'a pas posé comme question, c'est lesquels proposent la vente en ligne et lesquels proposent aussi les abonnements. Parce que mine de rien, les processus de vente ne sont pas forcément les mêmes. Donc on n'a pas ce détail-là par contre. Puisque vous parlez de la billetterie, vous avez sans doute réfléchi à la relation entre une meilleure billetterie, plus fine en termes de GRC ou GRS, et l'optimisation de la communication numérique. Donc, comment vous voyez le lien entre les deux? Alors, a priori, déjà les outils, en fait, un logiciel de billetterie vraiment intégré en termes de communication remonte automatiquement des feedbacks des campagnes de communication, notamment numériques. En fait, un outil GRC, GRS, par exemple, permet de faire remonter les statistiques d'envoi d'emailing. Quand on envoie un emailing, on sait que cette personne l'a reçu, on sait si elle a cliqué, on sait si elle a acheté grâce à cet emailing. Donc, en fait, toutes les campagnes web sont monitorées normalement dans cet outil de GRC, dans un monde idéal. Voilà. Donc après, on peut l'exploiter parce que ça permet du coup d'affiner toutes ces campagnes de communication derrière. Et après, l'idée, dans ces cas-là, c'est aussi de s'appuyer sur l'historique de ce que le spectateur est allé voir, puisqu'on a ces informations-là. Donc après, il ne s'agit pas de l'enfermer dans un genre ou dans un style, mais c'est au moins de savoir qu'est-ce qui peut peut-être résonner, qui semble en tout cas fonctionner. Sur X années, on le voit plutôt, quel type de spectacle. Alors, il peut être dans la diversité, hein, mais il est intéressé par. Donc on sait qu'après, ces spectateurs-là ont plus de chances, en tout cas, de vouloir aller plus loin dans l'information qu'ils vont recevoir de votre part. Donc, en fait, c'est toujours le défi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était grave de perdre l'information, c'est qu'on perd l'historique de leur choix. Après, ils peuvent ne pas avoir aimé, mais ils sont venus, ce qu'ils ont fait. C'est énorme de passer de l'intention d'aller voir un spectacle à concrètement venir se déplacer, etc. Donc ceux qui l'ont fait, ils vous disent plein de choses sur ce qui compte pour eux, sur ce qui leur plaît ou sur ce qu'ils sont prêts à venir voir. Et à partir de là, il faut essayer de rebondir là-dessus. Après, quels sont les critères pour étiqueter les spectacles? Heureusement que vous les connaissez mieux, parce que souvent, les spectacles, on les met dans des cases qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il y avait à proposer. Donc heureusement, vous les connaissez, donc vous savez que tel spectacle, c'était plutôt ça. Ça a l'air, ils reviennent vers ce genre d'œuvre. Donc on va aussi, on peut aller leur proposer des informations en disant, vous allez retrouver, et peut-être à ce moment-là faire référence au fait que vous étiez venu, vous aviez aimé ma truc, venez voir Bidule, parce que ça pourrait aussi vous plaire. Et ça va affiner les échanges aussi relationnels en fait avec les spectateurs, parce que par exemple on va identifier que tel groupe de spectateurs, et sans prendre en compte son âge ou sa géographie, mais par exemple peut-être c'est quelqu'un qui a tendance à acheter de manière plutôt occasionnelle, souvent plutôt 2 semaines avant le spectacle et en ligne, et du coup cette cible-là spécifiquement vous allez échanger avec lui plutôt par mail et plutôt dans les 2 semaines avant un spectacle, en fonction aussi évidemment de critères de contenu, mais du coup vous allez pouvoir affiner votre communication pas seulement en fonction de ce qu'il est venu voir, mais aussi en fonction de ses comportements d'achat. Et cette question des comportements d'achat aujourd'hui, elle révolutionne complètement le relationnel. Ouais, c'est logique de recherche d'informations sur les œuvres, sur les spectacles, sur ce qui se passe dans le théâtre. On récupère aussi d'ailleurs des données, par exemple, de Google Analytics, la manière dont un spectateur aime s'informer. C'est important de regarder comment les gens circulent sur votre site internet, donc de quel spectacle ils vont aller vers où. Est-ce qu'ils ont fait Allociné juste avant de faire la page? Voilà, c'est tout bête, mais ça les met. On sait qu'ils sont dans une culture de sortie ou ils sont plutôt dans. Voilà, on n'est pas dans les mêmes consommations. Et en tout cas, surtout au secours, sortons des cases où on est jeune public ou senior. Enfin, c'est surtout pas comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas penser comme, même si ça aide, il ne faut pas essayer de ne pas penser comme ça. Oui. Bonjour, Nathalie Muller, je travaille au Cirque Théâtre d'Elbeuf, donc un pôle national des arts du cirque en Normandie. Question de la billetterie m'intéresse pas mal parce que j'ai un double poste en fait. Je fais et de la billetterie et de la communication web. Donc c'est vrai que la question du logiciel de billetterie, c'est un peu mon outil de travail principal. Et donc c'est pas pour leur faire de la pub, mais nous on travaille avec Sirius. Qui a fait des gros progrès dernièrement, qui a mis en place une fiche GRP, donc de relations publiques, qui permet notamment d'avoir un vrai suivi au niveau des spectateurs. Et notamment, moi j'envoie toutes mes newsletters par le logiciel Sirius, qui permet d'avoir un retour sur les liens cliqués. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et on fait aussi pas mal de ciblage. Après nous on fait que du cirque, donc c'est vrai que c'est pas évident de cibler. Mais on essaye d'envoyer des courriers ciblés, donc notamment grâce aux commandes. On a vraiment tout un historique, donc ça c'est très intéressant. Après on fait aussi attention à ne pas en envoyer trop,
parce qu'on a aussi des fois des retours de gens qui sont constamment sollicités par des mails, par des courriers. Donc voilà, on essaie vraiment de doser. On a eu des fois des petits retours, c'est très très minoritaire, mais de gens qui nous disent bon voilà, ça vous pouvez arrêter, on l'a déjà reçu, ce genre de choses. Donc voilà, on essaie vraiment de pas trop en faire non plus, parce que les gens sont vite saturés. Ça pose la question de la segmentation et du ciblage, et c'est sûr que du coup, il faut essayer d'aller plus finement, d'envoyer moins souvent mais mieux. Ça pose donc aussi la question du temps, parce que forcément, si on segmente et qu'on fractionne le message, ça veut dire qu'on en fait plus. Donc voilà, c'est aussi un équilibre à trouver dans son plan de communication. Moi, j'ai une petite remarque. Jean-Vincent Banès, moi, je fais de l'aide à la transformation digitale, l'accompagnement. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle de CRM, de web marketing, de digital, de social manager, de métriques analytiques. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde comprend de quoi on parle? Dans un théâtre, je ne suis pas sûr, parce qu'il n'y a pas vraiment de poste. Voilà. Souvent, il y a un responsable de la communication, on va lui dire tu vas faire du webmaster, réseaux sociaux, de la vidéo. Et en fait, il y a un vrai problème de formation, de connaissance de ces nouveaux métiers. Marketing culturel, c'est un peu tabou, mais voilà, il faut revenir. Et big data aussi. Et la question que je me pose, c'est voilà, dans vos organigrammes, il serait temps de rajouter cette case au même niveau que directeur de la communication digitale. Alors, ils peuvent travailler ensemble, ça peut être la même personne. Mais voilà, il y a vraiment un gros problème, un gap de formation. Et souvent, là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de directeurs de structures qui sont présents, mais ça serait bien qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Il y a vraiment ce décalage. Là, je provoque un peu volontairement, mais souvent, ils sont perdus. Et allez, mets-toi un peu de vidéos sur Facebook, un peu Twitter, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas une stratégie derrière. Et donc, voilà. Donc, vous, il y a beaucoup de jeunes, des geeks, des générations X, Y qui maîtrisent, mais souvent, ils sont perdus. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va nous permettre d'enchaîner sur la question de l'organigramme et des ressources humaines, de la question de la formation. On rebondira aussi plus tard sur d'autres éléments de cette question. En effet, au sein des... Alors, l'injonction de créer un poste de directeur des communications digitales, c'est bien de le faire, mais c'est vrai qu'en fonction des réalités, des tailles de structure, on parlait d'artisanat tout à l'heure, une structure de 10 personnes ou de 20 personnes peut difficilement faire ce genre de choses. Une de 100 personnes peut se poser la question. Et du coup, on a posé la question de l'existence d'un poste dédié au digital dans les structures, par exemple. En fait, voilà, ça tombe vraiment merci. Parce qu'effectivement, c'était donc des questions qu'on a posées par rapport au profil. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez répondu à l'enquête. Et donc, c'était ça. Donc, on relève en tout cas... bon, la question, c'était finalement, est-ce que vous avez des postes avec des mentions spécifiques numériques? Et voilà donc les résultats. Donc on avait donc le DSI, le fameux informaticien, enfin en tout cas lui il travaille presque dans le dur et il vous installe les ordinateurs. Donc il y a 12% des théâtres qui ont un responsable informatique. Donc on est bien d'accord, c'est de l'informatique et ce sont essentiellement les théâtres nationaux. Donc, en tout cas eux ils sont à 100%. Ensuite, responsable chargé de communication numérique, il y en a quand même 15%, ce qui est pas mal. Et après, donc c'est d'autres postes numériques, donc les terminologies étaient différentes et voilà, on les a mis dans un volet autre. Après, nous avons quand même le webmaster. Donc c'est un métier qui est sorti avec un théâtre sur 10, donc 10%. Et puis après, plus petit, communication, chargé du multimédia, 8%, et community manager, 7%. Donc bon, ça paraît assez logique. Community manager, celui qui s'occupe donc de la gestion des réseaux sociaux, de toutes les communautés justement à laquelle que le théâtre va proposer. Donc forcément, c'est pas, comme on a donné des exemples tout à l'heure. Donc on peut regarder, c'est surtout donc là où il y a des résultats un petit peu différents en fonction des théâtres. C'est particulièrement sur le fait d'avoir ou non dans son organigramme un responsable webmaster, un community manager et un responsable chargé du multimédia. Sur ces 3 postes-là, il y a vraiment un impact très fort du label. C'est-à-dire que si on est selon la structure que l'on a, donc peut-être Anne, si tu peux nous montrer les résultats, en tout cas vous les verrez. Donc sur les 3 postes, webmaster, community manager et chargé du multimédia, c'est là qu'on voit les résultats en fonction des théâtres. Alors ça va être des labels. Donc ça va être un peu trop petit pour vous. Mais en tout cas, vous voyez par exemple que tout ce qui est donc les postes spécifiques numériques, en tout cas nous disent en avoir les théâtres nationaux à 100%. Ils ont à 60%. Alors zut, on ne voit plus les couleurs. Mais bon, faut que tu remontes un tout petit peu, voilà. Donc les responsables informatiques, un DSI, dans les théâtres nationaux, 60% de nos 5 théâtres nationaux en ont un. Et puis après un webmaster à 40%. Donc après, il faut regarder après on va regarder les autres, hein, c'est-à-dire la plupart des établissements. Donc vous voyez que les scènes nationales sortent un petit peu du lot.
avec plus de personnel de ce type-là. Donc les théâtres privés, les autres lieux et les théâtres nationaux. Donc attention, rappelez-vous les statistiques. Mais en tout cas, donc les scènes nationales qui ressortent un petit peu en avant. Donc on retrouve un peu cette idée qu'elles se sont engagées plus tôt que les autres dans le numérique. Donc globalement, les organigrammes sont plus équipés, ont plus de personnel qui ont un titre en lien avec le digital. On voit aussi une question qui est pour quelles raisons on a créé un poste sur le numérique. Et on voit que sur le théâtre privé, par exemple sur le poste community manager, les théâtres privés ont plus largement instauré ce poste chez eux. Et c'est vrai qu'en général, on est sur une partie notamment commercialisation et promotion des ventes assez forte. Et du coup, c'est une des parties qui a été développée assez vite. Et donc, théâtres nationaux, bon, là, on est sur des structures très importantes avec des parcs matériels aussi importants. Donc, forcément, le poste de directeur de l'informatique semble à peu près essentiel. Donc, il peut y avoir des raisons historiques aussi comme ça. On avait aussi la question responsable communication numérique. Donc là, on était à 60% des théâtres nationaux, 19% des théâtres privés qui avaient cette question de responsable communication numérique. Et les autres, on était 12 à 16%. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est surtout après de regarder, en tout cas d'aller plus dans le détail, mais si vous n'avez pas un poste, s'il n'y a pas dans votre théâtre un poste qui est spécifiquement étiqueté numérique, quid en tout cas des fonctions numériques qui sont données au personnel. Et c'est là qu'on voit que donc on a un chiffre donc qui est beaucoup plus net, puisqu'on est plus de 7 théâtres sur 10 qui disent oui, dans nos fiches de poste, il y a des actions numériques, et ça va de soi. Aujourd'hui, c'est une obligation, c'est quasiment systématique. Donc 7 théâtres sur 10 sont dans cette situation-là, on n'en a que 2 qui disent non, il n'y a pas de numérique dans nos fiches de poste, peut-être parce que simplement, il n'y a pas eu non plus de recrutement récent. Donc on peut imaginer que dans tous les recrutements qui sont récents, maintenant, forcément, on va rajouter des actions qui sont en lien avec le numérique. Donc, et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement les profils de compétences qui sont... On vous a demandé, mais ça leur vient d'où ces compétences dans le numérique? Est-ce que ça leur vient d'un choix personnel ou est-ce que c'est de la formation? Et donc, sur les personnes qui ont effectivement des postes en lien avec le numérique, il y en a 47% qui disent que c'est de l'acquis, pas en autodidacte, tout seul. C'est-à-dire parce qu'on aime ça, parce qu'on est jeune et donc on aime le numérique. On va faire le raccourci que tout le monde adore. Donc voilà, il y en a quand même 47%. Donc il y en a 1 sur 2 qui a appris tout seul, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il va falloir être sur Facebook, il va falloir tweeter, il va falloir... Donc on est obligé de s'y mettre. Et donc on s'y met. Alors que c'est beaucoup moins parce qu'ils ont eu une formation, un diplôme. Alors c'est vrai que le monde est en train de changer, le monde de la RH, et qu'on commence à avoir des gens qui ont ce diplôme-là, qui ont ces diplômes, donc on peut les recruter. Mais globalement, aujourd'hui, en tout cas, on donne des tâches numériques, des fonctions, du travail à faire sur le numérique, et on le met dans le travail de tous les jours, dans le travail habituel, et ce qui explique ce que vous soulignez tout le temps, à dire manque de temps. Ben oui, parce qu'on vous rajoute ces tâches-là maintenant à réaliser, sans vous enlever les autres. Ça va de soi. Moi, je voudrais juste aussi ajouter quelque chose par rapport à la formation, où à la fin de l'étude, il nous a semblé quand même que la principale marge de progression des équipements viendrait justement de la question de la formation. C'est-à-dire qu'on aura des difficultés à passer vraiment dans un cadre professionnel dès lors qu'au sein des structures, les directions ne prendront pas acte que travailler sur le numérique, ce sont des compétences à mettre à côté, en face du professionnel. Et c'est vrai aussi quand même qu'on voit dans certaines structures des expériences, effectivement, avec ce raccourci un peu rapide, un jeune qui vient d'arriver, parfois même, et assez souvent des stagiaires qui se succèdent et qui sont chargés de l'animation des réseaux sociaux, avec quand même, là pour le coup, on parlait tout à l'heure de l'image de la structure, mais un effet par rapport à l'image qui peut être absolument désastreux. Donc je crois là, vous professionnels, alors c'est vrai qu'il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas de directeur dans la salle aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment peut-être l'intérêt aussi de cette étude, c'est de faire du lobbying auprès de votre structure pour qu'on considère que la question de la formation est prioritaire. Alors, elle est prioritaire peut-être dans plein d'autres secteurs, mais dans le numérique en tout cas, il me semble que c'est un enjeu vraiment crucial. Et que cette étude soit pour vous un appui pour faire valoir la nécessité de vous former et ne pas utiliser sur votre temps de travail ce temps de formation et d'auto-formation me paraîtrait finalement
une conséquence bien utile de cette étude. Voilà. Donc, pour en revenir, en tout cas aujourd'hui, 54% des personnes qui ont répondu estiment que c'est très rare qu'il y ait de la formation. Donc voilà, c'est rare, voire c'est jamais. 19%. Donc il y a, voilà, c'est tout. L'argument, il est là, il est à utiliser, à exploiter, à diffuser. N'hésitez pas à afficher l'affiche dans le bureau, c'est marqué dessus, hein, pour faire un peu d'évangélisation en interne. Votre affiche TMNLab. Parce que l'argument qu'il faut utiliser aussi, c'est dire qu'avec le numérique, on va pouvoir travailler mieux, travailler ensemble, travailler plus vite, faire plus de choses. Mais si on ne vous donne pas les clés, si on ne vous donne pas un peu de temps pour apprendre à faire vite, apprendre à faire bien, finalement, tout le monde est perdant. Donc il faut absolument considérer que c'est un investissement que doivent faire les théâtres et vos responsables, les directeurs. Alors, étant donné qu'il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour cette présentation, on va essayer d'aborder rapidement, enfin il y a des points qui nous semblent très importants à aborder. Ça va être la question des appels à projets et des aides qu'on peut obtenir. Ce serait bien qu'on ait un petit temps là-dessus. La question de l'évaluation me semble essentielle. Oui, on poursuivra de toute manière, mais je pense que c'est bien qu'on aborde ces sujets et après on reviendra. Alors, sachant que vous verrez dans le rapport, en fait, on vous parle de différents types d'actions qui sont menées et qu'on a pu repérer. On a, donc cet après-midi, on en parlera aussi. On aura mis en ligne, en fait, on a fait un gros travail sur les verbatim. Les verbatim sont les témoignages écrits que les gens ont pu nous donner. Et donc, on a fait un travail de lecture, hiérarchisation. Parfois, on a aussi réinterrogé ensuite. On a une rédactrice qui travaille avec nous pour faire des interviews de professionnels et on a montré des projets. Et donc, sur le site internet, il faudra vraiment vous en saisir. On vous met des pistes, plein de liens. Enfin, voilà, pour aller voir ce qui se fait ailleurs. On a essayé de référencer tout ce qu'on a trouvé. Donc, tout ce qu'on n'aura pas pu dire dans cette journée, vous le retrouverez aussi sur notre site internet. Donc, la partie, en fait, toute la partie sur la deuxième partie, en fait, qui est, excusez-moi, celle-là, la partie 2 sur la question des services numériques proposés au public, on va l'aborder cet après-midi. Directement, je la passe cet après-midi. C'était la question des projets, et donc autant aller directement. Et à ce moment-là, on abordera aussi la question des appels à projets et du DICREAM. On va directement passer à la partie 3. Vous voyez, il y a un petit peu de choses à dire là-dedans. La question théâtre et réseaux sociaux numériques, on peut la passer assez rapidement. Et comme ça, on finira sur l'évaluation et l'axe stratégique, même si on pourrait y revenir. Nous avons posé les questions sur les réseaux plébiscités, en fait, par les théâtres, en fait, là où on était les plus présents. Et là-dessus, on n'a pas tellement de surprises sur la présence omniprésente de Facebook, où 95% des théâtres sont. Plus réduit sur les plateformes vidéo, ce qui rejoint la question le débat qu'on a eu dans la première partie. Hein. On a 56,3% des théâtres qui sont présents sur des plateformes vidéo. On ne va pas forcément réapprofondir ce sujet-là à ce moment-là. On a posé une question qui était plus subjective, qui était comment les théâtres, vous évaluez votre activité sur les réseaux sociaux. Donc, on vous a posé la question, voilà, vous estimez être très actif, etc. Et grosso modo, on a un résultat de 63% des théâtres qui estiment être actifs. Donc, être actif, ça veut dire être très actif, être actif, on avait plusieurs niveaux, sur les réseaux sociaux. Seuls 2 théâtres sur 10 estiment vraiment ne pas du tout être actifs sur ces réseaux. Tu as, Christine, quelque chose en commentaire ? Non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'en fait ça donne un peu l'idée que globalement c'est pas si systématique que ça. Tout le monde a un peu une activité sur en gros, si on caricature, tout le monde a un Facebook, voilà. On y est un peu ou beaucoup actif, ça va dépendre de la structure. Donc il y a plutôt un effet de la catégorie du théâtre. Donc on va aussi penser du fait d'avoir du personnel donc dédié et d'être
d'équivalent temps plein. Donc il y a cette idée, 63% estiment être actifs ou très actifs sur les réseaux sociaux. Ça mériterait d'être approfondi et d'être vraiment analysé de manière plus fine. C'est quoi être actif? Quel est le contenu qui est mis? Qu'est-ce qu'on met? À quel rythme? Est-ce qu'il y a une réflexion? Parce que donc, l'exemple aussi, c'est est-ce qu'on fait ça que pendant la semaine quand on est là, ou est-ce qu'on anticipe et on fait des envois, on prévoit les envois pendant le week-end quand on n'est pas effectivement présent, ou à la fin d'un spectacle. C'est-à-dire, c'est pas toujours le responsable communication qui doit faire le message. Il n'est pas d'astreinte, c'est pas lui ce soir-là qui fait le 3e spectacle de la semaine. Il faut quand même qu'il y ait un poste qui soit fait, parce que c'est à ce moment-là que le public, lui, il est sur les réseaux sociaux, il est en situation, en moment de loisir, il pense au spectacle, il en ressort, il a peut-être eu envie de dire un j'aime après le spectacle qu'il a vu. Donc il y a vraiment c'est vraiment à travailler, à évaluer plus finement. Et aussi à se poser la question de ce sentiment d'être actif, de ne pas être actif. Est-ce que ça va dépendre du réseau sur lequel on est? En tout cas, ce qui était intéressant à relever par rapport aux réseaux sociaux, c'était le fait qu'on a plus de théâtres qui sont présents sur les réseaux sociaux que de théâtres qui disposent d'un logiciel de billetterie. C'est quand même ça, c'est important. Donc peut-être qu'on ne se vend pas trop bien, ou on ne sait pas bien le faire, mais en tout cas, on est présent sur Facebook. Donc, est-ce que c'est utile? Voilà, alors c'est gratuit, voilà. Et puis être présent, juste avoir une page dans laquelle, enfin voilà, c'est juste, ça doit être un peu interpellant, c'est en tout cas dire qu'il y a une volonté d'être proche du public. Après, comment elle se traduit, mériterait d'être analysé beaucoup plus finement. Alors, ce qui était intéressant aussi de regarder, c'était qui devait communiquer. Et effectivement, vous l'avez déjà dit vous-même, et on en a un peu parlé, c'est la communication et la relation publique. C'est absolument pas, on aurait pu imaginer que le service, effectivement, la régie technique, voilà, ils sont là, ils sont pas loin, ils prennent une petite vidéo, on aurait pu imaginer. J'ai pas dit qu'il fallait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est une tâche qui est dévolue au service communication et relations. Et il est à noter aussi que la part de lieux où c'est une seule personne qui gère la totalité des réseaux sociaux et la part de lieux où c'est plusieurs personnes qui contribuent collectivement, c'est à peu près équivalent. On est à 46,1% pour une personne et 45,3% pour une gestion plus collective des réseaux sociaux. Alors forcément, ça a un impact évident sur la manière, la quantité et la nature de ce qui est posté. Parce que d'abord, si une seule personne, son temps il est fini, il est défini. Il ne peut pas communiquer à tout moment et ne sera pas donc présent à tout moment, alors que lui, le public, il est pluriel, il est nombreux et il ne sera pas présent au même moment. Donc ça, c'est une limite technique de fait d'avoir. Alors c'est très bien parce qu'au moins on est sûr que c'est cadré, le théâtre parlera d'une seule voix, donc ça c'est des bons points. Par contre, le point négatif, c'est qu'effectivement, ça va être dans les limites de la disponibilité humaine de cette personne. Donc ça pose question en tout cas. Ça engage des réflexions sur comment apprendre à parler d'une seule voix en étant plusieurs et en se répartissant le travail. D'ailleurs, la question qui n'a pas été posée dans cet état des lieux, parce que si on s'est rendu compte des questions qu'on n'avait pas posées, qu'on aurait pu poser, c'est par exemple l'utilisation de logiciels de gestion des réseaux sociaux sur cette partie. On n'a pas posé cette question de savoir si on utilisait Outsuite, si on utilisait ce genre de choses. Donc ce sera pour la prochaine évaluation, dans 2-3 ans. On va rentrer dans la partie 4 qu'on va commencer à aborder, la question de la formalisation et de l'évaluation. Il nous semblait très important de poser ces questions parce que comme celle de la formation, la question de la formalisation et de l'évaluation font partie des endroits où il y a une marge de manœuvre plus importante en termes de développement aujourd'hui pour les théâtres et en termes d'appropriation. Je te laisse présenter les chiffres sur les... Oui, donc en fait, les questions qui étaient posées, c'est donc dans votre structure, y a-t-il un calendrier éditorial? Y a-t-il un processus de validation de la communication? Y a-t-il une charte éditoriale sociale? Oui, non et oui, mais bon, on n'arrive pas toujours à le respecter parce qu'il y a la réalité du terrain. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, les chartes éditoriales sociales, ce sont des documents qui expliquent, qui essayent de sensibiliser le personnel et parfois même aussi les différents contributeurs, ça peut être aussi, sur le contenu de ce qui doit être posté sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'on sait que c'est là que justement des erreurs de communication, des envois un peu trop spontanés peuvent quelquefois déraper ou en tout cas être très très mal perçus par les publics et là le public de manière générale. Et donc il faut être très vigilant là-dessus.
Et on notera en tout cas que, alors il n'y a rien d'étonnant, les résultats au niveau de la France actuellement sur les chartes éditoriales sociales sont pas très bons. En fait, on démarre. On commence seulement à se poser la question d'essayer de faire une charte éditoriale. Attention à ce que vous mettez, en tout cas sensibiliser le personnel sur ce que vous mettez sur Facebook, parce que ça peut être, enfin je caricature sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être, voilà, ça va être approprié quelquefois sur un ton spontané. On va pouvoir malheureusement dire quelque chose qui peut être mal compris, mal perçu en fonction de, et donc il faut faire attention. Donc c'est juste, l'objectif c'est de sensibiliser tout le monde sur attention à ce que vous mettez. Il faut être spontané. On est dans du Facebook, on met des petits smileys, c'est sympa, on est dans le spontané. Mais attention quand même, pensez toujours que le public est différent, diversifié, que chacun peut ressentir ou recevoir ce que vous postez d'une manière qui ne sera pas du tout celle que vous pensez et qui peut se sentir agressé par un commentaire. Donc en tout cas, le calendrier éditorial, on a quand même 6 théâtres sur 10 qui en ont un. Et qui n'en ont pas, pardon. Et donc, ça veut dire qu'il y a, en tout cas, là, il y a une marge de progression pour essayer peut-être d'organiser. Alors après, il ne s'agit pas non plus que ce soit contraignant. C'est pas après de devoir aller voir les artistes en disant « je suis désolée, mais là, c'est l'heure et il me faut mon poste que je dois envoyer le lundi, etc. » Il ne s'agit pas de rentrer dans cette logique-là, mais il s'agit en tout cas d'avoir une démarche peut-être un petit peu plus formalisée de qu'est-ce qui doit être dit, à quel moment, à peu près, sur quel support, hein, en tout cas, et avec quel objectif de contenu ou de relation, et est-ce que c'est vers tous les publics. Donc là, il y a une marge de progression sur le calendrier éditorial. Le processus de validation de même, alors certains, je me rappelle, quand on en avait parlé, avaient dit que c'était pas plus mal parce que sinon ça voulait dire qu'on était super fliqué dans tout ce qu'on mettait en termes de communication. Bon, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver entre faire attention à ce qu'on met, en tout cas se faire relire, et puis le fait de ne pas avoir le droit de dire ce que l'on veut. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, sur les chartes éditoriales, pour ceux qui... Donc, on note quand même qu'il y a des choses, hein, que c'est plutôt pas mal. Et il y avait une 4e question, il me semblait. Non, ah, bon, elle a été placée avant. Donc, peut-être que la question, elle est chez vous, qu'est-ce qui est facile à mettre en place et pourquoi est-ce que c'est plus ou moins respecté, à la fois sur l'idée du calendrier éditorial, les processus de validation. Enfin, je pense qu'on aimerait avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que c'est facile, enfin, quand on vous dit oui, il existe, mais il n'est pas toujours mis en place ou respecté, c'est pourquoi? C'est parce que c'est à chaque fois des cas particuliers, que finalement toute votre activité, ce sont des cas particuliers, ou c'est des problèmes de nouveau de gestion du temps, de répartition du travail? Je ne sais pas si vous auriez des retours d'expérience à nous faire partager par rapport à ça. TAP à Poitiers. Donc on a un calendrier éditorial, on fait des réunions éditoriales, on essaye de se tenir à une réunion par mois, mais c'est variable. On y invite une personne de la technique pour avoir une vision des montages, et puis de ce qui peut être intéressant à photographier ou à filmer. On a une personne des relations publiques. On avait une personne du pôle des projets artistiques, mais ils sont de moins en moins présents. Et puis donc on a un calendrier où on décide de qui poste quoi. Bon, c'est quand même très très souvent la communication qui poste, mais les relations publiques ont encore un peu de mal à s'en emparer et ils ont du mal à être à la fois en présence sur leurs actions et puis avoir en tête de faire la photo, de poster quelque chose, c'est encore assez compliqué. Et puis j'ai oublié, il y avait une deuxième question par rapport au la validation. Eh ben, c'est le seul outil où il n'y a pas de validation. C'est très compliqué, à moins de programmer ses posts et d'aller dire allez voir, il y a un post programmé. Et je pense que ça me semble bien comme ça parce que ça manquerait en spontanéité. D'ailleurs, je trouve que c'est un des aspects de Facebook qui devient de plus en plus institutionnel parce qu'on le travaille presque comme un autre outil, presque comme un... Par moment, moi j'ai l'impression de finir par le travailler comme du print presque. Et Twitter, ça devient un petit peu pareil, puisqu'on peut aussi programmer ses tweets.
je trouve qu'il y a quelque chose qui s'inverse en ce moment sur ces deux réseaux-là, en tout cas, qui se professionnalise de plus en plus. Donc ça devient en fait un site institutionnel déguisé. Je trouve que c'est un peu le risque. Il faut qu'on soit vigilant à garder en tête une communication un peu différente sur les réseaux, parce qu'on se rapproche de plus en plus d'une communication institutionnelle. En tout cas sur Facebook, c'est flagrant. Alors on essaye de se départir de ça en trouvant peut-être un ton décalé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est pas toujours évident parce que on a toujours ce problème de temps, qu'on est à la fois sur du print, sur du web, et comment on recherche encore une nouvelle façon d'en parler. Alors ça peut être à travers des supports vidéo ou photos, ça nous permet d'être différents des autres supports, mais je pense qu'effectivement, il y a une bascule qui se fait en ce moment sur les réseaux, de ce point de vue-là. Après, sur le processus de validation, c'est sûr qu'en fait, on peut l'entendre à plein d'endroits, et en fait, le fait de mettre un calendrier éditorial et une charte éditoriale en place est un processus de validation en fait suffisant probablement, ou alors d'avoir un processus de validation a posteriori aussi peut être intéressant parce que ça permet juste plutôt d'avoir une analyse de ce qui est posté et du coup d'affiner en fait la manière dont on parle en fonction des, et ça c'est aussi on le verra après sur les questions des analyses. En effet, par contre, le processus de validation pour chaque poste, si on doit le faire montrer au directeur du lieu à chaque fois qu'on veut mettre un truc, ça c'est totalement impossible. Il y a eu des lieux qui ont demandé ça. Donc après, c'est aussi en interne, on le sait, il y a des professionnels qui se sont heurtés à ce genre de demandes et qui ont dû les gérer. Donc c'est une réalité. Bonjour, je suis Ronan Le Guern et je suis responsable du site web au 104 et donc aussi des réseaux sociaux. Et je rejoins complètement cette analyse de, entre guillemets, la professionnalisation des réseaux sociaux. Mais pour moi, plus qu'une professionnalisation, c'est plutôt une sorte de lissage qui fait qu'aujourd'hui, ce qui me semble important de faire auprès des dirigeants des structures, c'est d'arriver à expliquer que l'intérêt des réseaux sociaux, c'est pas de vendre des billets véritablement, mais c'est plutôt d'engager une logique conversationnelle avec les spectateurs, de solliciter un avis plutôt qu'éventuellement asséner un contenu. Moi, c'est plutôt comme ça que je ressens les choses, c'est-à-dire que pour moi, on le constate d'ailleurs beaucoup dans les statistiques de consultation des posts et de portée des posts quand on parle de Facebook, c'est qu'aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est de montrer la vie quotidienne du lieu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'issue d'une représentation ou autre, et c'est vrai que ça rentre un petit peu en conflit avec l'idée que peuvent se faire certaines personnes que les réseaux sociaux seraient quelque chose qui permet de vendre des places ou de se rassurer quant à la fréquentation à venir d'un événement. Donc pour moi, on va parfois dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'il faut prendre cet outil pour ce qu'il est, un outil de conversation, c'est comme ça qu'on s'en sert dans la vie quotidienne. Et donc très bizarrement, arrivé le moment où on est au travail, ça deviendrait un outil où il faudrait mettre des mentions obligatoires, où il faudrait contraindre le contenu et bloquer la conversation. Pour moi aujourd'hui, l'enjeu il est vraiment là, c'est d'arriver à le débloquer, comme des marques dans le milieu pas du tout culturel ont appris à le faire, parce qu'elles ont été forcées et contraintes par des lois qui sont celles du marché. C'est que nous, du coup, on n'est pas exactement dans les mêmes sujets, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose à travailler. Et en plus, qui rejoindrait complètement tout ce qui est fait en termes de médiation culturelle par ailleurs, notamment par les services des relations avec les publics. Du coup, ça pose vraiment la question de qui contribue aussi, et du fait qu'historiquement, c'est les services communication, alors qu'en fait, les services relations avec les publics, la conversation, c'est souvent les relations avec les publics aussi qui la gèrent. Et du coup, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même majoritairement gérés encore par la communication, et du coup, une collaboration plus forte semble nécessaire pour s'adapter à ce qu'est un réseau social aujourd'hui. Moi, j'ai une question par rapport à ce dont vous parlez. Quand vous dites engager la conversation, ça veut dire que vous avez un temps de réponse relativement court pour qu'il y ait vraiment conversation. Alors justement, moi, c'est pas du tout mon cas. Les questions que je pose, c'est des questions que je m'applique également à moi-même. C'est-à-dire que je suis sur un poste donc, de responsable communication web, si bien que j'interviens aussi bien sur la rédaction de marchés publics que sur la création de reportages pour des expositions ou des spectacles au 104, que sur l'encadrement de 2 personnes. Et il est vrai que du coup, on n'a pas du tout cette réactivité qui serait nécessaire par rapport au contact par MP, par exemple, pour prendre l'exemple de la page fan Facebook, si bien que moi j'ai préféré fermer cette option plutôt qu'ils répondent mal, parce que c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de s'apercevoir 2 jours après que quelqu'un demandait comment on vient dans le lieu.
Après, évidemment, on a refait le site, donc on estime que dans les infos pratiques, c'est assez bien expliqué et qu'on n'est pas en mesure de... Mais voilà, en effet, il y a aussi la question de comment ça pourrait s'articuler par rapport à des agents de billetterie ou d'accueil, c'est-à-dire qui sont vraiment dans une logique plus conversationnelle. Mais j'entends qu'on n'est pas au top encore dans le milieu. Non, mais je m'interrogeais, c'était pas... Oui, bonjour. Je suis Catherine Zawodska de Danse aujourd'hui, donc je ne suis pas un théâtre, mais je fais beaucoup de communication numérique auprès de ma communauté de spectateurs de danse. Et effectivement, là, pour l'instant, et c'est ce que commençait à dire Ronan, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans une logique de push, effectivement, de communication institutionnelle. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les théâtres, et est-ce que l'étude pose la question, vont sur les réseaux sociaux pour aller chercher des informations sur ce que disent les spectateurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Alors là, ce ne sera pas dans le cadre de l'étude qu'on a faite ici et là, mais en plus là, j'ai un ancien étudiant de Sciences Po qui est là, donc je suis contente de faire un clin d'œil. On avait fait avec les étudiants de Sciences Po à Rennes une étude sur les posts qui était fait en la communication sur les réseaux sociaux par des établissements culturels. Alors c'était plus général, il n'y avait pas que des théâtres, mais dans les conclusions qu'on avait, c'est qu'en définitive, il y avait finalement très faible activité en termes de posts, de spontanéité, et surtout une quasi incapacité à répondre. C'est-à-dire quand il y avait par hasard un public, quelqu'un qui clique et qui écrit quelque chose, il n'y avait pas un retour derrière. Il n'y avait pas un merci, un petit smiley, un petit quelque chose. C'était très rare. Et qu'en définitive, la démarche, c'était finalement sur les réseaux sociaux, c'était que Facebook qui était étudié à l'époque. C'était finalement, on regarde les likes et on est content. On a tant d'abonnés, on est content. Ça nous permet d'avoir une idée de la quantité de public qui nous aime, ou en tout cas on se compare. Ah bah, eux, ils ont que tant d'abonnés, nous on en a tant, enfin des amis, pardon, excusez-moi. Mais l'idée, c'est finalement, il y a quand même, il y a encore, en tout cas, bon, c'est un peu vieux, hein, parce que l'étudiant en question, maintenant, il est en activité professionnelle, ça doit faire 4 ans. Mais en tout cas, voilà, il y a 4 ans, les postes étaient vraiment, finalement, assez peu nombreux et peu dans une logique de conversation. C'était rare qu'il y ait un retour sur un message qui a été donné par un ami, donc un public qui va faire un commentaire. Peu de retour. Alors par contre, je sais que les théâtres sont dans une démarche de veille, de regarder ce qui se dit pour vérifier que tel spectacle est apprécié, enfin de faire attention à qu'est-ce qui se dit sur les spectacles, qu'est-ce qui se dit sur l'établissement. Par contre, beaucoup moins en ayant peut-être un peu peur, en craignant un peu de qu'est-ce qui peut se dire aussi. C'est la difficulté de laisser la conversation, laisser prendre la parole au public, c'est aussi prendre le risque d'entendre des choses avec des points de vue très tranchés. Chacun a son vécu du théâtre, son vécu de chaque œuvre, et ça peut être parfois très virulent. Il faut réagir, et c'est pas très facile de savoir comment le faire. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a une étude récente qui a été faite sur le comportement de poste. Alors c'est plus généralement, hein, c'est les individus qui postent. Je pourrais vous donner les références après si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du plus petit dénominateur commun et qui explique que finalement c'est assez triste, mais les individus, hein, je ne parle pas des théâtres et des organisations, les individus finalement ils postent quelque chose qu'ils espèrent ne pas être choquant ou offensif. Finalement, on est un peu, c'est pas dans le monde des bisounours, mais on essaye de poster des choses que les autres vont aimer que vous postiez ou aimer recevoir. Donc en fait, on cherche des likes et tout le monde fait des petites propositions gentilles et on est dans un petit monde où tout va bien et on s'envoie des trucs qui sont finalement assez conventionnels et qui plaisent. Donc voilà, c'est le risque des réseaux sociaux et c'est là que j'entends certainement des directeurs de théâtre qui diraient c'est là que le théâtre doit oser communiquer et être un lieu de perturbation, de choc, de questionnement. Et c'est peut-être ce qu'il faut oser faire et peut-être conseiller les directeurs de théâtre de bien vouloir vous accompagner, vous suivre dans cette stratégie, parce que c'est bien de le dire, mais après il faut qu'ils vous suivent. Après, il y a aussi sur la logique de conversation sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, les statistiques de réaction en fait qui sont celles des généralistes, qu'on considère que sur une communauté de gens qui vous suivent sur Facebook, sur 100%, on en a 90 qui interagiront pas en fait. On va avoir 10% qui vont liker et puis on va avoir 1% qui va communiquer. Alors par contre, ce 1%, il faut en effet pas rater. D'entretenir la relation avec, parce qu'en plus ce 1% il est lu par les 100%.
Et après, vous avez quand même des outils statistiques qui vous permettent de voir comment sont perçus vos posts et comment les gens réagissent dessus, notamment est-ce qu'ils cliquent dessus. Et ça, vous avez un taux, ça vous permet de voir un petit peu la justesse de la manière dont vous les amenez. On parlait de créneaux horaires aussi, les bons temps par rapport à votre public, parce qu'il y a des tendances générales, mais il y a les tendances de votre public sur votre territoire qui sont les plus importantes. Donc, j'ai l'impression quand même que les choses s'affinent sur les pages Facebook aujourd'hui. J'ai montré d'ailleurs sur la question du paragraphe suivant, enfin de la partie suivante qui est sur la question de l'évaluation, moyens et observation. Ah pardon, il y avait une question. Peut-être une remarque, un ajout. Pour ce qui est de la question des chartes éditoriales, on a quand même un outil au ministère de la Culture. Qui est disponible sur le site du TMN Lab. Mais je voulais le rappeler puisque personne ne le rappelait. Je faisais le job. Tu as raison. Donc ça s'appelle Lumière, guide sur les réseaux sociaux, qui est une trame de base qui a été offerte par Univers Sciences au ministère de la Culture et qui a été retravaillée par un groupe de travail de community managers d'établissements culturels du ministère. Donc vous l'avez en ligne sur le TMN Lab qui fait ça très très bien. Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Renan et ce qui avait été dit à la suite sur la contribution des publics, parce que j'étais étonnée. Enfin, moi, je suis à la direction générale des patrimoines. Je m'occupe de médiation numérique, donc public, c'est vraiment le public, les publics sont vraiment notre vision majeure. Et justement, je vous entendais beaucoup parler de ce que vous postiez sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, et j'entendais peu justement une attente autour d'un retour, d'une contribution des publics. Dans les établissements patrimoniaux, il y a plutôt, au contraire, une grande attente sur ce que les publics feraient, et c'est là où je voulais aussi rappeler ce travail qui a été fait sur la Museum Week. Et j'en parle parce que ce terme de Museum Week est un peu restreint par rapport à ce qu'est l'événement, puisqu'il y a beaucoup d'établissements de spectacles vivants qui y participent maintenant. Et puis qu'il y a des échanges entre les établissements. Et ce que je voulais rappeler, c'était que cette étude qui date de 2015, donc qui est quand même très récente, amenait à voir qu'il s'agissait plus sur les réseaux sociaux d'échanges entre établissements, d'un réseau de professionnels avec peut-être un petit peu un sérail, des publics qui sont des publics déjà acquis parce que des gens formés à la culture. Et cette année, on va avoir une nouvelle étude sur la nuit des musées et sur les journées du patrimoine, où on va essayer aussi de chercher à savoir, une fois de plus, ce qui se passe sur Twitter et non pas sur Facebook, sur ces sujets-là, c'est-à-dire est-ce que les publics font quelque chose ou pas. Dernière petite chose, vous donnez l'exemple, puisque vous vous posez des questions de savoir est-ce qu'on a une maîtrise éditoriale et est-ce que nos directions, on arrive à les amener à mieux comprendre ce qui se passe. C'est l'expérience que font certains établissements, tout petits établissements nationaux avec très peu de moyens, avec des gens multicasquettes comme vous, qui font du reporting sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux via des petits outils web pas très compliqués pour lors tout simplement des grandes réunions de services des établissements, faire un petit fil d'actualité sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça marche bien. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'étais responsable de la communication du Théâtre du Rond-Point avant d'être directrice du développement à l'avant-scène. Et en effet, ici, ce qu'on avait fait au bout d'un moment, c'est qu'on avait mis en place dans la revue de presse qui est distribuée de manière quotidienne au sein du théâtre, on le faisait une fois par semaine, on faisait une revue de tweets et une revue des commentaires Facebook qu'on distribuait partout en interne. Et c'était très simple en fait à faire, ça prenait pas trop de temps et tout d'un coup ça sensibilisait l'ensemble, notamment de l'équipe dirigeante, à l'intérêt et à l'importance de ce qui se passe en termes de conversation. Je me permets juste d'intervenir pour signaler que la semaine prochaine, le 29 novembre, se tient la réunion des Community Managers CM Mines, le 29 novembre à La Villette, rencontre à laquelle vous êtes tous très chaleureusement invités et on espère que les théâtres viendront plus, puisque c'est destiné à toutes les institutions culturelles en général. Je voudrais juste faire une petite remarque sur Facebook. C'est la difficulté de trouver quels sont les gens qui sont en commun dans notre CRM, d'entre nos spectateurs, nos abonnés et les amis de Facebook. Voilà. Donc ça, c'est aussi une difficulté si on veut engager des conversations. Votre logiciel de billetterie permet de le faire ? Non. Non. Hein. Non.
Et les spectateurs les plus fidèles, souvent, ne sont pas sur Facebook. Oui, sans compter les multi-adresses que l'on a. Non, mais c'est sûr. Nous, on a un club des spectateurs, par exemple. On voulait travailler avec eux sur Facebook. Il y a 3/4 du club des spectateurs, ils n'y sont pas. Donc, de toute façon, ça règle la question. Ouais. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'algorithme de Facebook. Où un post peut être diffusé à 6000 personnes ou à 300. D'ailleurs, on n'a pas non plus posé la question dans l'état des lieux, par exemple, des gens qui faisaient de la publicité sur Internet et notamment de la publicité sur Facebook. C'est un autre sujet, mais de voir un peu quelles sont les pratiques et surtout quels sont les retours sur ces pratiques. Parce qu'en fait, on a beaucoup de réponses. Et là, on vient encore une fois à la question de l'évaluation. C'est qu'on a un gros déficit d'évaluation, en fait, des actions menées en général, des actions menées en numérique, mais pas seulement. C'est ce qu'on a observé. Et ça, c'est essentiel. Parce que, bon, il y a des raisons qui ont été invoquées. On a interrogé les gens. On est à 77% des théâtres qui n'évaluent pas ou quasiment pas leur action numérique. 77%. Sauf que si on n'évalue pas, on ne peut pas affiner. Et surtout, on ne peut pas défendre auprès d'une direction. On ne peut pas faire remonter. Alors, il y a des raisons multiples, hein, notamment la raison majoritaire, 48,6%, c'est faute de temps. Et on sait la réalité que c'est. Donc, encore une fois, je répète, on est un professionnel en poste. Et nous-mêmes, dans nos pratiques quotidiennes, Séverine et moi, là-dessus, on a encore des choses à améliorer. Mais cette question de l'évaluation est essentielle. Et les outils numériques permettent vraiment une évaluation assez fine. Et en plus, on peut mettre en place des outils un peu de monitoring. Ça peut être artisanal, hein, mais qui permettent de corréler des actions terrain, des actions print et des actions numériques pour essayer au fur et à mesure d'affiner sa stratégie de communication. Donc l'évaluation est un enjeu et ça, ce qu'on disait, former à l'évaluation et trouver des moyens de mieux comprendre les choses pour pouvoir affiner son travail, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Mais souvent, on a la volonté de le faire, mais on se borne à faire des tableaux, à récolter des chiffres, même quotidiennement et sérieusement, scrupuleusement, et ensuite on ne sait pas les lire. Et oui, c'est ça. C'est une question de formation, c'est pas forcément interpréter, prendre les bons chiffres, et on peut y passer beaucoup de temps sans que ce soit forcément pertinent à sortir derrière et à présenter. Ouais. Et sur autre chose, la dernière chose, la remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile sur Twitter de connaître les opinions des spectateurs sur les spectacles que sur Facebook. Voilà. Et souvent, je me sers de Twitter pour avoir les remontées à la fois des leaders d'opinion ou des blogueurs ou bien des spectateurs. Voilà. Et là, on arrive à avoir pas mal d'informations. De comment ça fonctionne, Facebook et Twitter. Ça revient, et avec le hashtag, on a les retours. Mais en fait, Facebook, on ne peut pas rentrer dans la conversation des spectateurs, alors que Twitter, oui. Sauf si le compte est privé, mais ce qui est relativement rare quand même. Twitter, la conversation, elle est entièrement publique, donc on peut aller explorer, on peut rechercher, on fait des recherches par affinité sur des leaders d'opinion, alors que sur Facebook, on ne peut pas rechercher des spectateurs. On peut rechercher des groupes, constituer éventuellement des pages d'intérêt avec lesquelles faire des partenariats, mais on ne peut pas toucher les individus s'ils ne nous suivent pas sur notre page. Et pour faire des recherches ensuite d'intérêt, il faut passer par de la publicité, pour le coup, et c'est payant. Peut-être juste pour finir sur le Facebook aussi, on pourrait se poser la question de la page ou le profil, et ensuite est-ce qu'on travaille les deux de la même façon ou pas, communication, relations publiques. Encore une autre question. Dans le rapport, vous avez d'ailleurs sur ces statistiques le nombre, donc on est à 95% de théâtres qui ont une page Facebook, mais on a aussi posé la question du nombre de théâtres qui utilisaient un profil. Je n'ai pas le chiffre là, on le ressortira, mais c'est 30 quelques pourcents. Donc ça serait intéressant aussi d'affiner sur la manière dont est utilisé ce profil, si c'est uniquement une manière de ne pas avoir besoin d'utiliser ce profil personnel pour gérer le compte de la structure, ou s'il y a derrière une vraie utilisation de ce profil-là dans une logique de relation avec les publics et de recherche, de développement de public. Juste sur l'évaluation, effectivement, là, le chiffre de 77% paraît très très élevé. Il faut quand même savoir que la question de l'évaluation, elle est pour toutes les actions. Pas seulement numérique, voilà, pas seulement clairement. Numérique. Et que la culture est quand même, a un déficit en termes d'évaluation, de culture de l'évaluation, et que la seule évaluation à la limite qu'on peut vous demander, c'est des évaluations quantitatives, statistiques, et que là, le vrai intérêt quand même, ça serait d'avoir des études un peu plus qualies sur l'appropriation, sur la manière dont le public ressent aussi. Donc il y a quand même tout un pan, de mon point de vue, d'études de type vraiment d'entretien sociologique qui pourrait être aussi intéressant pour vous de voir comment le public se situe aujourd'hui par rapport à ces nouveaux outils, ce qui est pour le coup pas du tout
encore fait dans le secteur culturel. C'est globalement le gros manque qu'on aura sur cette enquête. De toute façon, on posait la question aux professionnels, donc on ne posait pas la question au public. Et c'est sûr que maintenant, il faut réussir à corréler toutes ces questions-là avec quelle est l'appropriation du public derrière. On a quelques ressentis par rapport à, en effet, des vidéos, la production de vidéos. Hélène Cominias du Maillon en parlait. Moi, à l'avant-scène, je peux témoigner, certainement d'autres parmi vous, qu'elle a un vrai impact sur la médiation du spectacle. Sur le reste des actions, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, ce serait un sujet très important pour nous, pour se saisir et affiner nos politiques de relations publiques. Juste peut-être une proposition qui permettrait de comprendre aussi les remarques que vous faisiez en disant Facebook, c'est plutôt perçu par les responsables, les directeurs de théâtre, par exemple, comme un lieu où on peut faire du push d'information. C'est aussi parce que si on revient sur l'ancienneté de l'entrée des théâtres dans le numérique, c'est 2008, donc c'est la crise, c'est au moment où il a fallu faire des économies. Donc est-ce que Facebook, c'est pas aussi un support pour de la communication qui coûte beaucoup moins cher, qui permet a priori de toucher beaucoup de gens quantitativement, et que le premier réflexe qui fait que les théâtres sont allés sur les réseaux sociaux et sur Facebook entre autres, c'est de se dire au moins on peut communiquer à pas trop cher, ou en tout cas à moins cher, on peut continuer à communiquer quand même de ce point de vue-là. Alors après, qu'on n'ait résultat pas tout à fait le réflexe d'utiliser aux meilleures possibilités possibles ces réseaux sociaux, oui, ça paraît très logique. Si on y est venu avec d'autres ambitions au départ qui étaient pouvoir communiquer, c'est normal qu'on soit encore dans une logique un peu push et pas encore dans une logique suffisamment conversationnelle. Mais ça va venir. Maintenant qu'on sait que ça existe et qu'on peut le faire et qu'on est déjà dessus, il n'y a pas de raison. Je vais vous donner 2 derniers chiffres et on va aller déjeuner, parce que sinon on va un peu trop se décaler par rapport au restaurant. Donc on parlait des 77% qui estiment que la plus grosse évolution suite à l'entrée dans le numérique pour les théâtres, c'est la manière de travailler en interne. C'est vraiment l'organisation du travail, même s'il y a encore beaucoup de marge d'évolution à ce titre-là. En tout cas, le travail a commencé. Que l'impact sur l'évolution du public est beaucoup plus difficilement mesurable, même si 43%... c'est ça, 43% des lieux estiment qu'il y a une évolution de la structure du public et 31% une évolution du volume du public. Après, quand on pose la question d'accord, structure du public, c'est-à-dire chiffres, évaluation, là, on atteint un moment où on n'est pas capable de nous répondre. Donc, c'est encore une impression un petit peu, mais c'est difficilement chiffrable. Et sur notre petit chiffre... de la fin un peu négatif à la fin, c'est qu'en gros, mais ça c'est une réalité, 6 théâtres sur 10 estiment qu'il est très difficile aujourd'hui de quantifier les évolutions initiées par le numérique. Voilà, donc on est encore à un moment où on se pose énormément de questions, d'où l'intérêt de bien comprendre comment fonctionnent les choses et comment on peut les évaluer pour pouvoir plus avoir une vision stratégique et prendre de la hauteur sur ça. Et ça rejoint aussi quand on parlait tout à l'heure, quand les questions numériques sont confiées plutôt à des jeunes entrants dans l'entreprise, par exemple dans le théâtre, on va se retrouver avec ces problématiques d'évaluation et de prise de hauteur. C'est vrai que c'est une vision qui doit être prise au niveau des équipes de direction et pas au niveau de quelqu'un qui est opérationnel sur le terrain seulement.